Il est 8h04, c'est le rendez-vous du Club de la Presse. Radio 2M. Le Club de la Presse. L'actualité de ces derniers jours a été marquée par la ville d'El Hoceima. Tout le monde, cette semaine, avait en effet les yeux tournés vers le nord du royaume. El Hoceima à la une de la presse nationale, également ce matin, avec ses titres « La leçon d'El Hoceima » pour la Nouvelle Tribune ou El Bayan. On en parlait un instant dans la revue de presse. C'est à la une également de tous les hebdomadaires de cette semaine. La semaine dernière, la ville de la région du Rif a fait une démonstration en bonne et due forme. Des milliers de personnes ont battu le pavé pour dénoncer leur situation, une marche pacifique, sans incident. La principale revendication dans toutes les bouches, l'emploi, la jeunesse demande du travail, mais aussi des infrastructures de santé, des écoles, des revendications jugées légitimes par la délégation ministérielle qui s'est rendue sur place, délégation importante conduite par les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture et de la Pêche, également présent le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Culture et de la Communication, de l'Équipement et du Transport, ou encore la secrétaire d'État chargée de l'eau. Hier, lors du conseil de gouvernement, Saad Eddine El-Othmani est de nouveau revenu sur la situation d'El Hoceima. Nous allons en parler dans un instant. Mais suite à cette visite, la tension s'est-elle enfin calmée? Quelles sont les promesses qui ont été faites? Quelles solutions les élus locaux vont-ils apporter? Les programmes de développement vont-ils être accélérés? C'est le débat du Club de la Presse ce matin. Avec nous, Aïcha Aqal'i, directrice de publication du magazine Tel Quel. Bonjour. Bonjour Fathia. Ravi de vous revoir à nouveau. Nous sommes en direct également depuis Tanger, en ligne avec Jamel Amiar qui suit de près ce dossier pour Média 24. Bonjour Jamel. Bonjour Fathia, bonjour Aïcha. Bonjour. Également avec nous comme chaque vendredi, notre politologue Moustapha Shimi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Ah bah, alhamdoulilah. Bonjour à Jamel aussi. Ah bah c'est gentil. Bonjour. Aïcha, elle n'a pas le droit à bonjour, elle. Elle est là, j'ai déjà salué. Alors, depuis la mort de Mohsen Fekri, El Hoceima ne décolère pas. Les manifestations ont été nombreuses, mais celle de jeudi, il y a à peu près 10 jours maintenant, a mobilisé les foules. Ils étaient des milliers dans les rues pour faire entendre haut et fort leurs revendications. Aïcha, sur Tel Quel, vous y avez consacré un important dossier. Vous vous êtes même vous-même rendu sur place. J'aimerais bien savoir ce que vous avez entendu, ce que l'on vous a dit quand on parle de cette jeunesse qui réclame du travail. Est-ce que c'est la première chose, le premier constat que vous avez fait quand vous vous êtes rendu sur place? Ah oui, absolument. Dès qu'on arrive à El Hoceima, ces jeunes-là, ils sont dans la rue. La plupart, ils n'ont pas de travail. On sent une situation, la situation d'une ville sinistrée, avec aucun débouché d'avenir. Et donc, la plupart des personnes qui rejoignent les rangs du Hirak Sha'bi, qui est le mouvement de contestation, ont cette préoccupation en tête. C'est la première. Une fois certains ont fait des études, et puis j'en ai quand même rencontré énormément qui ont un bon niveau d'instruction, mais qui font rien depuis 2-3 ans. Absolument. Et ceux qui travaillent ont des petits commerces, des revenus très modestes. Donc c'est un peu compliqué quand même de se sentir bien dans ces conditions. Bien sûr. Quand certains disent c'est pas tout le monde, c'est pas toute la population qui a rejoint ce mouvement de contestation, est-ce que vous avez constaté qu'effectivement il y avait une certaine partie de la population qui ne se sentait pas mobilisée justement par rapport à ça? Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que l'écrasante majorité des gens d'El Hoceima appuient le Hirak Sha'bi, parce que les revendications sont concrètes, elles sont claires, et tout le monde pense à l'avenir de ses enfants. Non. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines dérives du discours, notamment d'un des leaders du mouvement, le principal, Nasser Zefzafi, que
pas mal de personnes à Al-Husseima ne cautionnent pas, mais ils ont un comportement très clair vis-à-vis de ça. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'adhérer au discours de Nasser Zefzafi pour être Hirak Shabi. Ils adhèrent à des revendications et puis finalement ce qu'il pense lui ou ce que lui peut bien défendre leur est égal. Leur est totalement égal. Ce qui les préoccupe, eux, en premier lieu, ce sont les revendications. Il y a la jeunesse et l'emploi. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu lors des manifestations qu'on a pu entendre. Et dans la bouche de jeunes, c'était presque étonnant, en fait. Quand on entend un jeune de 16 ans, on veut un hôpital pour notre ville, on n'a pas l'habitude d'entendre ça dans la bouche de jeunes. Oui, et je pense que la mobilisation du Hirak Shabi crée une conscience politique intéressante à Al-Husseima. C'est qu'au-delà des slogans assez vagues finalement, l'état de droit, la démocratie, etc., ces gens-là ont réussi à coucher sur le papier des revendications concrètes, des besoins pour leur vie quotidienne. Et finalement, le fait d'avoir fait ça a créé l'unanimité dans le jugement qui est porté sur ces revendications. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il y a quelque chose d'illégitime dans ce qui est demandé. Voilà, elle est légitime, jugée également. Jamel Amiar, toute cette légitimité, oui, elle a été beaucoup relayée sur toute la presse, et notamment dans vos écrits à vous dans Média 24. Le mot légitime, c'est ce qui est revenu le plus souvent parce que, quand, comme dit Aïcha, demander un hôpital ou demander de l'emploi, finalement, on a envie de dire c'est tellement normal. Oui, c'est normal. Et bon, je pense que Aïcha a dû le constater en étant sur le terrain cette semaine. Moi, j'étais sur le terrain, mais il y a quelques mois déjà, et il y a quelques années. Et ce qui est presque étonnant, c'est qu'on s'étonne que les gens sortent dans la rue et disent, écoutez, on est en 2017, on n'a pas d'université, on n'a pas d'hôpital, l'hôpital inauguré à Ivorienne en 2004 est toujours en chantier, on a une route qui mène de Maateza qui n'est pas finie, qui devait être finie maintenant en 2019, etc. Et sans oublier quand même quelque chose de fondamental et de structurel dans la vie sociale de la région, je le répète souvent, juste pour rappeler aux gens quand même un élément de base. Depuis 40 ans, le seul horizon d'une majorité de jeunes dans la région, c'est l'émigration, légale ou illégale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les couloirs de la mairie de Rotterdam, on parle rifin, ou dans les couloirs du Parlement de Bruxelles, on parle rifin, ou que le père de Najat Vallaud-Belkacem a émigré il y a 45 ans. Et l'immigration, la contrebande, le trafic de drogue. Et aujourd'hui, on s'étonne que les choses surgissent. Non, la réalité sociale est dure. Et ça perdure, en fait, et vous avez raison de le rappeler, depuis en réalité des années, Moustapha Sini. Des décennies. Je voudrais réagir sur plusieurs points rapidement. Un, il y a d'abord une désinformation. Laquelle ? Husseima n'est pas... Non, il faut le dire, il faut que les auditeurs le sachent. Husseima n'est pas une zone militaire. Ah oui, non, mais attendez. Là, vous brûlez les étapes. Non, mais il faut que j'explique. Non, mais attendez, on va y revenir, parce que ça, justement, j'aimerais revenir justement sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit hier, et les propos, effectivement. Je vais répondre sur le point que vous soulevez. J'aimerais que vous réagissiez par rapport à ce que dit Jamel. Est-ce qu'il fallait s'étonner que ce mouvement de colère tel qu'on le voit aujourd'hui avec des milliers de personnes dans la rue, finalement, par rapport à ce que vient de dire Jamel, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ces revendications sont criées haut et fort. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement ? Ça s'est passé comme ça d'abord pour des raisons de contexte politique. Il y a une compétition partisane très forte entre le PAM et le PJD. On ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne prend pas en compte cet élément-là. Et oui, la municipalité de Husseima est PAM, la province est PAM et la région est PAM. Et les élections du 7 octobre ont laissé de fortes séquelles. Deuxième élément qui est venu d'ailleurs après les élections du 7 octobre, c'est l'affaire, le drame de Mohsin Fikri. Oui. Et c'est ce drame-là qui a contribué à polariser
une population sur une situation, mettant en cause les élus, les autorités, etc. Ce climat-là, il existe depuis 6 mois de manière particulière. Là, vous parlez de la classe politique. Non, je parle de l'état d'esprit de la population. L'état de la population, il y a une effervescence forte du fait de ces deux événements qui sont cumulatifs. Les conditions dans lesquelles les élections se sont passées, avec la victoire du PAM qui a tout raflé pratiquement, et le drame du 28 octobre 2016 de Mohsen. Et c'est sur ça, sur cet arrière-fond psychologique et politique qu'il y a cette contestation-là. Maintenant, pourquoi cette contestation prend cette forme-là? C'est pas lié au chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, les diplômés chômeurs auxquels Jamal Amiar et Aïcha Aqli faisaient référence, il existe partout. Il existe partout, les diplômés chômeurs. Il y en a à Rabat. Mais pas dans la même proportion. Oui, d'accord, il n'y a pas la même proportion, mais les opportunités de travail ne sont pas les mêmes non plus. Les diplômés chômeurs de Rabat ou d'ailleurs, ou de Ouarzazate ou de Marrakech n'ont pas les mêmes possibilités d'emploi informel, entre guillemets, que ceux du Nord. Donc ceci compense cela. Comment? L'emploi, si vous me permettez, l'emploi informel avec lequel certains jeunes peuvent subsister au Nord n'a rien de très digne, et je dirais même que c'est très indigne et que c'est même vexant pour ces gens-là d'avoir à se mettre dans la drogue et dans la contrebande pour pouvoir s'en sortir. J'ai pas dit, Jamel, je n'ai pas dit que c'était digne ou pas digne, je constate objectivement le fait, c'est-à-dire en termes d'activité. Une forme de protestation sociale. Oui, alors, les jeunes diplômés chômeurs qui manifestent, ils manifestent parce qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent au-delà de l'emploi. C'est le fait qu'ils sont considérés comme relevant d'une région négligée, qui a fait l'objet d'un ostracisme depuis une quarantaine d'années, depuis les événements du RIF de 1958, 59, plus les événements de 84, plus 90, etc. Il y a une accumulation mémorielle dans cette population qui voit l'État central comme un État répressif et inégalitaire. C'est sûr, vous savez, c'est une culture politique régionale. Moi, je connais la région aussi, et cet élément-là est extrêmement important et ça nourrit le ressentiment, ça nourrit le rejet. Il faut y ajouter une autre strate historique, c'est l'héritage et la mémoire collective de Abdelkrim. D'ailleurs, c'est quand même intéressant. Tout le monde se réclame d'Abdelkrim et d'Amziane, c'est-à-dire des figures emblématiques du nationalisme marocain d'abord, mais aussi d'un certain nationalisme, entre guillemets, rifin. Et c'est quand même intéressant que ces générations-là revendiquent cela. Donc c'est un héritage qui se prévaut d'une mémoire collective, d'un passé, et qui insère les revendications dans le cadre d'une contestation d'un système, entre guillemets. Aïcha, quand vous avez rencontré justement ces jeunes, quand vous êtes allé à leur rencontre, est-ce que le fait de se dire abandonné, négligé revient également? En dehors du fait des revendications propres, est-ce que dit Samhoufina ou là? Oui, absolument. En fait, ce que disent ces gens-là, c'est que oui, depuis 10 ans, ils sentent qu'il y a un intérêt pour la région, ne serait-ce que par la présence du chef de l'État chaque été. Voilà, moi, il y a un des militants qui m'a dit on sait que le roi nous connaît bien, il sait ce que c'est le RIF. Donc, ils sentent qu'il y a un regard qui est posé sur eux, mais concrètement, comment leur vie a changé depuis, c'est ça qui pose problème. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont pas d'université. Pas d'école. Voilà. Et donc, les mesures concrètes tardent à venir. Et ça, pour eux, ça nourrit une méfiance qu'ils ont de l'État, qui est réelle. Pour eux, exactement ce qu'a dit Mustapha, c'est l'État est un État répressif. Un des militants m'a dit tu ne t'imagines pas, si tu avais vécu ici, la peur qu'on a au ventre quand on a un représentant de l'État face à nous, et c'est ce qui les empêchait, c'est la lecture qu'il fait, c'est ce qui les empêchait de manifester, de se mobiliser, etc. Et
avoir quelqu'un qui n'a pas peur. Et c'est ça ce qui est important dans la figure de Nasser Zefzafi. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui parle haut et fort et qui peut porter ce mouvement est extrêmement important pour eux. Alors, on va revenir justement sur... oui, Jamel? Oui, et moi je voulais juste... Ce que vient de dire Aïcha et ce qu'a dit Mustapha sur l'État ressenti surtout comme répressif et naturellement dommage. Je pense... Rappelons-nous de l'idée du nouveau concept d'autorité lancé dès le début du règne en septembre-octobre au discours de Casablanca du roi Mohamed VI. Et voyons par exemple, essayons de voir aujourd'hui comment le retard qui a été fait pour essayer de faire évoluer les mentalités par rapport à ça. On ne peut pas être, ce que disent ces jeunes à Aïcha et ce que Mustapha décrit, c'est que l'État est là pour servir, pour protéger, et pas l'inverse. Et pas l'inverse, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça, c'est un point. L'autre point sur le chômage, parce qu'Aïcha disait qu'il y a beaucoup de chômeurs, et effectivement, il y a beaucoup de chômeurs, et il y a 2 fois plus de jeunes chômeurs sur El Hoceima que dans le reste du pays. Je crois que là-bas, c'est du 40%, alors que dans le pays, c'est du 20%. Et Mustapha qui disait tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, et Mustapha qui disait oui, le chômage n'explique pas tout. Écoutez, moi je suis sur Tanger, comme vous le savez, depuis 25 ans, je suis l'activité économique, etc. Je vois un peu les investissements qui se font. Vous savez, quand on parle du Nord, du développement du Nord et de ce qui se fait au Nord, vous voyez qu'à Tanger... La région d'El Hoceima, on est totalement écarté. Alors, mais c'est pas totalement, mais c'est ce que j'allais vous dire. À Tanger, vous avez 200 usines, disons, qui ont été créées en 10 ans. Si vous prenez Tétouan et Al Hoceima, au total, Al Hoceima, je crois que vous n'en avez pas 10, et à Tétouan, vous n'avez pas 10 unités productives. Donc, il faut réfléchir à ça, et je suis Al Hoceima, il n'y a qu'une seule usine. Oui. Pardon? Al Hoceima, il n'y a qu'une seule usine. Une seule usine, oui, c'est ça. C'est comme quand vous allez à Souera. À Souera, il y a 0 usine ou une usine, n'importe un choix touristique, un choix culturel. À Al Hoceima, il y a une usine, alors qu'il y avait 20 ou 30 usines de conservation de poissons en 1960. Il faut le savoir, ça. Il y a eu une vraie... Alors, je suis content qu'on soit tous ensemble sur les ondes pour vous dire que, par exemple, enfin, la Chambre de commerce et d'industrie de Tanger, Tétouan, Al Hoceima a eu l'idée de lancer une étude sur la définition d'écosystèmes régionaux. Et ce qu'il faut, c'est effectivement... Il faut mettre un peu moins d'industrie à Tanger. Aujourd'hui, Tanger est en train de commencer à saturer sur le plan environnemental et sur le plan du transport, etc. Il faut aller un peu plus du côté de Tétouan, où il y a aussi beaucoup de chômeurs, où la contrebande est en train de flamber à Bab Sita, que ça en devient indigne de passer par là-bas et d'avoir un visage de Marocain qui passe par là-bas, et de faire la même chose, de trouver les incentives, les motivations pour amener beaucoup plus d'investissements productifs sur le Hoceima. C'est une priorité, il n'y a pas à discuter de ça. Alors, j'aimerais que l'on aborde justement, Mustapha, cette fameuse zone de militarisation ou pas militarisation. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'est un petit peu énervé hier, justement, pour dire que ça n'existait plus. Et depuis bien longtemps. C'est une zone militaire qui a été créée en 1958 à la suite des événements du Rif. Cette zone militaire a été suspendue. Le Dahed de 1959. De 1959 dans le cadre du découpage. Or, je note que parmi les revendications de ce mouvement-là, il y a toujours cette histoire de lever le dispositif militaire, la zone militaire. Donc, il faut quand même que les auditeurs le sachent que c'est faux. Deuxième point qui n'est pas posé, je ne sais pas pourquoi, c'est le problème du découpage, qui explique le différentiel de traitement économique entre Tanger et le reste. Le Hoceima a été rattaché pour des raisons électoralistes et politiciennes, tout le monde le sait, à Tétouan et Tanger. Or, le Hoceima relève de la zone, de l'espace de Nador. Et s'il y avait eu un autre découpage, nous n'aurions peut-être pas les mêmes difficultés, nous aurions davantage de priorité. Autre point encore, cette communication désastreuse du gouvernement, il faut quand même le dire. Non, je pèse mes mots. Le dimanche, il y a une dizaine de jours, réunion du ministre de l'Intérieur avec les chefs des partis de la majorité et le chef du gouvernement.
vous m'accorderez que protocolairement et politiquement, c'est inédit. Alors justement, par rapport à ça, oui, où ils ont traité un petit peu la population de... séparatiste. Justement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça qui a mis le feu aux poudres ? Je vous réponds sur ce point précis. Mais c'est d'abord la cohérence de Est-ce qu'ils ne se sont la pas sentis démarche. insultés, je veux dire par là ? Le problème de la gouvernance, voilà une réunion initiée par le ministère de l'Intérieur où il y a le chef du gouvernement. C'est contraire à la hiérarchie protocolaire. Le lendemain, le PJD, par la voix de son secrétaire général adjoint, fait un communiqué en disant « M. Saad El-Othmani n'était pas là-bas au titre du PJD, était là-bas en tant que chef du gouvernement ». C'est un schéma quand même baroque. Un ministre de l'Intérieur qui préside une réunion où il y a le chef du gouvernement. Bien, 5 jours après, le conseil de gouvernement suivant, c'est-à-dire il y a 8 jours, il faut un communiqué tout à fait différent disant « Ah, les contestations sont légitimes ». C'est-à-dire, c'est une manière de conforter de conforter les positions des représentants proclamés ou autoproclamés du RIF. Je note au passage que Nasser Zouzafi est un dirigeant autoproclamé. Ah non, il n'y a pas eu un congrès. Il y a eu des circonstances telles. Il y a eu des circonstances telles qu'il a su se positionner et se présenter comme le porte-parole. Je note que dans son discours, il y a au moins 2 choses, une ambivalence, une ambiguïté. 1, la prise en compte des revendications sociales, oui, mais en même temps, il y a un référentiel, il y a des références religieuses qui posent problème, qui d'ailleurs ont été critiquées par Ahmed Hassid au passage, en disant où c'est de la contestation sociale et on reste dans le champ social, ou c'est autre chose, il faut que ça soit clarifié. Il y a aussi remise en cause de l'État et de toutes les structures d'intermédiation. Ce qui se passe à Al-Hoceima est quand même gravissime, parce que c'est toutes les structures de représentation qui sont contestées. L'État, les partis politiques, un certain nombre d'associations, etc. Oui, mais ça, on n'a pas attendu Nasser Zouzafi pour que les élus, les partis, les ONG soient décrédibilisés. Ça a pris une dimension spectaculaire avec ce qui s'est passé. Parce que vous aviez, je pense, une population, je préfère que Jamal ou Aïcha répondent, mais vous aviez quand même une population qui n'en pouvait plus, qui était dans une situation dramatique. Jamal vient de raconter ce qui se passe et cette jeunesse qui est obligée, et c'est vrai que c'est pas digne d'aller faire de la contrebande. C'est là pour eux, mais même pour eux, je veux dire, c'est blessant d'en arriver là. C'est pas ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils imaginent leur travail, avoir des structures de travail qui sont différentes. Je suis d'accord avec vous. Ce que je voudrais ajouter très rapidement, quelques mots. Parce que je voudrais bien qu'on ait le temps de parler de la délégation, s'il vous plaît, Moustapha. J'y venais, donc je me réserve pour la délégation. Voilà, moi, je veux juste réagir à quelque chose qu'a dit Moustapha tout à l'heure. Très bien, sur la forme, le ministre de l'Intérieur qui convoque le chef de gouvernement, etc. etc. Mais ce qui a énervé les gens, c'est pas le protocole qui a été respecté ou pas. C'est entre dimanche et jeudi. Oui, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui représente théoriquement tous les Marocains. Les gens de l'Hoceima sont des Marocains, aux dernières nouvelles. Ce gouvernement s'exprime en disant ces gens-là sont des séparatistes à la solde des ennemis de l'intégrité territoriale. C'est une exclusion encore de ces gens-là, une stigmatisation encore. Donc comment recréer la confiance après ce type de discours? On est vraiment obligé de s'interrompre parce que vraiment il faut qu'on retrouve les news, mais on va revenir tout de suite après. Allez, c'est parti. Et on reprend avec le Club de la Presse. On reprend le Club de la Presse. Nous débattons ce matin de la situation d'Al-Hoceima. Vous disiez un point important tout à l'heure, Aïcha, et j'aimerais y revenir justement par rapport à la délégation. Vous disiez que justement toute la population
ne se joint pas spécialement aux revendications du meneur. Et on l'a vu notamment lors Pas aux revendications, au discours. Au discours, pardon. Justement, ils rejoignent les revendications, mais pas le discours tenu. Et on l'a vu justement lors du déplacement de cette importante délégation ministérielle. Ça a duré 48 heures. Cette ministre, j'ai juste envie, mais si vous me répondez vraiment très court, est-ce que c'est totalement inédit, une délégation pareille qui se déplace? C'est quelque chose d'exceptionnel. On a vu 7 ministres piétons dans les rues d'El Hoceima, interpellés par la population. Il y a même un citoyen qui dit, un ministre important de ce gouvernement, même Salish, je n'ai pas le temps de t'expliquer, on n'a jamais vu une telle crise d'autorité de l'État. C'est ça qui est préoccupant, Fathia, dans ce dossier-là. C'est-à-dire que 7 ministres sont allés quand il y a eu ce processus d'aggravation de la contestation. 7 ministres sont allés pour faire quoi? Pour faire un descriptif de ce que l'on savait déjà, qui avait été annoncé par le Wali une dizaine de jours auparavant. Pour dire quoi? Pour dire on vous écoute, voilà la liste des projets en cours, c'est 10 milliards de dirhams. Mais pour la population, c'est abstrait. 10 milliards de dirhams. Pardon. Pourquoi une crise d'autorité? C'est une crise d'autorité. Si des ministres vont écouter les griefs d'une population. Non, Aïcha, c'est une crise d'autorité parce qu'il y a des structures d'écoute et d'agrégation des demandes des citoyens. Mais attendez. Si nous en arrivons à ce schéma, c'est donc le schéma aujourd'hui. Lesquels? Il y a l'administration territoriale, il y a les élus, il y a les syndicats, il y a les associations, tout ce monde-là, pardon Jamel, je finis. Tout ce monde-là a été balayé parce que pendant 6 mois, l'écoute n'a pas été prise en compte par toutes ces structures-là. Et maintenant, nous avons un dialogue entre le pouvoir central et des populations contestataires. On les laisse répondre? C'est le déclassement des systèmes de représentation. Aïcha. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture. Il y a un travail d'écoute qui a été fait sur le terrain, notamment par le gouverneur et le wali, et qui sont descendus dans la rue tous les jours pendant des mois pour faire un travail d'explication, pour essayer de réactiver des chantiers qui sont en retard. Donc, je pense que ce travail a été fait. Maintenant, la situation est telle qu'il faut une mobilisation des gens qui ont été théoriquement élus pour représenter cette population. Et bien que des ministres viennent écouter ce qui ne fonctionne pas dans une ville, ce n'est pas une crise de l'autorité. C'est une crise de l'autorité s'il y avait eu des attaques qu'on laisse faire, ce qui n'est pas le cas. C'est une crise de la gouvernance telle qu'elle est Alors ça, pratiquée. c'est autre chose. Non, mais la gouvernance est liée à l'autorité. Alors, Jamel, ouais. Justement, par rapport aux élus. Bon, je ne veux pas mal comprendre ce que Mustapha veut dire, mais on ne peut pas se plaindre on ne peut pas dire ce mouvement méconnaît les structures de médiation, etc., etc., etc. Et nous savons que le nouveau concept de l'autorité n'a aucune existence là-bas. Aïcha nous dit les gens ont peur des représentants de l'État, alors que l'État, où qu'il soit, doit être là pour rassurer, protéger, aider, guider. On parle aussi, vous avez parlé tout à l'heure, Mustapha, des élections de l'automne dernier. Bon, il y a des gens qui aussi se demandent comment certaines choses se sont passées au niveau électoral, et donc ça crée une crise de la représentation. Et puis, ce point sensible de la loi sur la militarisation de la région, je crois que, Mustapha, vous avez raison de souligner qu'il y avait une décision prise en 58, annulée en 59. Mais il faut, je pense, aller un peu plus loin et voir ce qui est le ressenti des gens. Quand vous voyez les images de la présence massive de forces de l'ordre autour d'une ville de 55 ou de 60 000 habitants, vous vous dites, est-ce qu'il y a encore militarisation ou il n'y a pas encore militarisation? Et même si on vous dit que le décret a été abrogé en 59 et que vous voyez toutes ces forces, vous vous dites, moi ce que je vois, c'est la militarisation. Parce que cette militarisation, elle est là pour intimider, elle est là pour dire notre force est là, et ça crée aussi un malaise, et donc ça crée cette crise de l'autorité de l'État entre les gens et les représentants de l'État aussi.
Là où Jamel a totalement raison, c'est qu'il faut comprendre que dans cette ville et dans cette région, la vérité des faits est moins importante que ce que les gens ressentent. Moi qui vis à Casablanca, quand je vois une présence policière, c'est pas une menace pour moi. Je pourrais même être rassurée en me disant, si on est dans une manifestation, c'est la garantie qu'il n'y ait pas de débordement, etc. Dans la région, c'est radicalement différent. Et voir des policiers, pour eux, c'est ça la askara. Voilà. Aïcha, Alors, j'aimerais sur ce point, j'ai été interpellé rapidement. Je réponds à Aïcha et Jamel. Mhm. Vous ne pouvez pas reprocher à l'État, qui par ailleurs a fait beaucoup d'erreurs dans cette affaire-là, de mettre en place un dispositif pour la protection des biens des personnes. Mais encore heureux, on le ben, reproche Ah pas. oui, c'est exactement. alors, Bien sûr. ce Non, mais attendez, dispositif, il est Moustapha. sécuritaire, il est militaire, c'est c'est tout à fait exactement- On légitime. reproche rien du Exactement tout. ce qu'il Voilà. vous On dit. essaie C'est d'expliquer exactement un ce qu'il vous ressenti. dit. Non, parce qu'on a dit militarisation. C'est pas une militarisation, c'est un État qui exerce un attribut. L'attribut, c'est un attribut régalien de souveraineté, c'est-à-dire la Absolument. préservation des Alors, biens et des oui, mais- personnes. Juste pour avancer, parce qu'il est C'est 8h40, Mustapha, s'il la vous plaît, réalité- tous. Excusez-moi, mais la réalité politique dans le Rif ou au nord du Maroc ou dans bien d'autres endroits dans le monde n'est pas faite que de concepts de sociologie politique de l'université. Il ne faut pas exagérer non plus. Attribut de l'État, etc., etc. Ok, attribut de l'État. Mais si C'est les du gens- concret, Jamel. Il Oui, y a, c'est du concret, il mais y a comme menace. vous dit Aïcha, Il y a comme vous dit menace Aïcha. quant à l'ordre public. Il y a menace quant à la sécurité des biens et personnes. C'est pas de la sociologie ou du baratin académique. C'est une fonction Non. qui doit être exercée Oui, mais par c'est- l'État. oui, mais Ça c'est fait aussi partie du- de c'est sa aussi- mission. c'est aussi un Et peu tout du le monde est baratin bien de content qu'il y ait un l'information, je veux État dire. qui dispose d'un appareil sécuritaire. Ouais, oui. Jamel, ne vous Oui. énervez pas comme ça, Moustapha. Je ne suis pas du tout Mais énervé. non, mais il faut rester J'exprime des convictions. Jamel Amiar, Oui. voilà, Jamel Amiar, quelle réponse apportent les élus de la région? Que proposent-ils? Ouais. Il y a eu cette importante rencontre, il faut rappeler quand Alors, même qu'il y avait 300 à 400 personnes qui étaient présentes Mhm. et qu'il y a eu Mhm. vraiment questions, réponses, que ça a duré quand même plus de 7 heures. Quelles réponses Mhm. apportent les élus de la région? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des propositions concrètes en dehors du rappel des nombreux projets en cours et autres? Oui, oui. Alors oui, il y a moi j'ai eu l'occasion justement, je suis en train de préparer un petit papier sur les propositions de quelques élus et j'ai parlé avec quelques élus cette semaine. Alors, l'une des choses qu'ils disent, nous en avons parlé tout à l'heure, Aïcha en a parlé, Mustapha en a parlé, c'est que les élus disent maintenant, s'il vous plaît, n'annoncez plus rien que vous n'allez pas exécuter. C'est-à-dire les histoires de route Al-Husseima Taza qui Absolument. prennent 3 ou 4 ans de retard, ça suffit. L'hôpital à Imzouren qu'on inaugure après le séisme de 2004 et qui n'est pas fini, ça suffit. Sinon, la crédibilité de l'État tombe et là, on a un problème de rapport entre les citoyens et les ministres que déplorait à juste titre Smihi tout à l'heure. Donc, les élus disent, s'il vous plaît, quand vous dites des choses, les fiches techniques, les délais, les budgets, et surtout, n'annoncez plus rien que vous n'allez pas faire. Même si vous faites que 2 petites choses, ça suffit. Mais n'annoncez pas 10 choses. Okay. Donc ça, c'est très... La deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant des gens qui se bougent, que ce soit... Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, la communauté... Bon, d'abord, au Salon de l'Automobile, déjà, il y a un mois à Tanger, bon, les industriels de l'automobile, avec l'AMICA, le ministère, la région, etc., ces gens-là commencent à se bouger, commencent à réfléchir. L'État commence à réfléchir à comment donner des incentives pour favoriser l'investissement sur place. Et il y a beaucoup, je peux vous dire qu'en 2 mois, il y a eu au moins 6 réunions sur les solutions, sur les réflexions, les moyens pour amener de l'investissement productif industriel sur le Husseima. Il y a même aussi, ce qui est très intéressant, et il y a d'ailleurs une mission qui est en train de se préparer actuellement, il y a une mission belge qui se prépare, qui est faite d'hommes d'affaires belges, et d'hommes d'affaires belges d'origine marocaine ou pas d'ailleurs. C'est une mission qui est en train de se préparer et qui va venir sur le Husseima avec des petites choses, des petits projets, mais aussi pour investir sur la région, pour montrer une forme de solidarité entre les 2 rives, de montrer aussi une solidarité entre les générations, mais tout simplement d'investir dans une région qui en a besoin, où il y a un besoin d'emploi. Et enfin, je crois que ça aussi c'est très important, et ça je l'ai appris cette semaine, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je crois que ça vaut la peine d'être rappelé,
c'est le lancement d'une étude sur les écosystèmes régionaux et on espère que ça va vraiment bien définir ce qui est faisable et qui n'est pas faisable. Et enfin, vraiment, dernier point, Fathia, et je pense que ça mérite réflexion et je pense que Aïcha et Mustafa seront d'accord avec moi, c'est que nous avons au Nord un millefeuille d'institutions et on ne sait plus qui fait quoi aussi. C'est-à-dire, on a des plans de développement dans chaque ville, on a une agence du Nord, on ne sait pas trop à quoi elle sert, on a un conseil régional avec des attributions qui se chevauchent, on a des ministères, on a des plans. Vous voyez ce que je veux dire, on a une agence du Nord, on a un conseil régional, on a des plans de développement régionaux, on a des plans de développement des villes et je pense qu'il faut aussi tirer tout ça un peu au clair et alléger le millefeuille pour améliorer la prise de décision et accélérer la reprise économique et sociale de la région, parce que je crois que c'est l'objectif de tous. Alors, juste avant de conclure, il est 8h45. C'est notre rendez-vous avec Wadi Adada qui est là tous les vendredis. Radio 2M. Et si c'était vrai? Wadi Adada. Imaginez que grâce à ces manifs, le RIF rafle la mise après avoir été longtemps muselé par un jeu de dupes qui ne l'amuse plus guère. À force d'hurler dans le désert, les habitants ont fini par briser les chaînes de montagne et se faire entendre. Il aura fallu beaucoup de cris pour que le corps politique se lève comme un seul homme et décide de quitter les confortables fauteuils des ministères avant de se mettre enfin à la table des revendications. Au menu des discussions, une chalota de prétention avec cependant comme ingrédient principal un zeste de droit à la dignité. Alors, pour éviter que certains ne profitent de la situation pour nous raconter des salades, le gouvernement et son chef en tête se devaient donc de faire un geste et de se manifester. En quelques semaines à peine, la population a donc vu défiler sous ses fenêtres un carnaval de ministres cravatés et costumés. C'est bien plus qu'au cours de toutes ces dernières décennies. Au point de se demander si l'exécutif garant de l'exécution de la Constitution n'avait pas décidé de se délocaliser. C'est vrai qu'il faudrait au moins cela pour que les chantiers éducatifs, économiques et sociaux lancés au plus haut sommet de l'État deviennent enfin réalité. Au lieu de se cantonner au point que certains en rient, jaune à des effets d'annonce de projets qui n'ont de réel que l'illusion induite par des visites ministérielles. Alors, illico presto, le garant de l'ordre intérieur est descendu dans l'arène, même s'il a failli se faire porter pâle lorsque certains gladiateurs ont encerclé son hélico. Pendant ce temps, le ministre de la Santé tentait de soigner les administrés de la province d'El Hoceima en leur administrant tous les traitements prescrits aux malades qui n'ont rien d'imaginaire, un véritable électrochoc. Et il aurait fallu au moins cela au ministre Arnouch, fraîchement débarqué au port et qui n'a pas hésité à se jeter dans les filets de pêcheurs, aussi occupés qu'en colère, lui reprochant à raison ou à tort de vouloir noyer le poisson. Et les élus locaux, dans tout cela, me direz-vous, eh bien, ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom, puisque pendant que la colère couvait, ils ont préféré justement rester planqués dans leurs locaux, oubliant sans doute que cette vague d'indignation aurait pu tout emporter sur son passage, à commencer par leur petite situation. C'est dire s'il est temps pour eux aussi de méprendre leur irresponsabilité, et si c'était vrai. Bah, fidèle à toi-même, on va dire. Toujours les jeux de mots. On va se gêner. Bah, bien sûr. Pour clôturer, messieurs, dames, est-ce que vous pensez que la situation est aujourd'hui plus ou moins aplanie? Est-ce que les manifestations vont se poursuivre? Est-ce que, en gros, les choses, dans les projets en premier lieu, vont aller plus vite? Aïcha? J'espère que les choses vont aller plus vite. Maintenant, est-ce que les manifestations vont s'arrêter? Je ne vais pas jouer au devin, mais le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, a promis une manifestation géante en juillet. Il compte sur le retour de la diaspora Rifan al-Hoceima pour mobiliser 1 million de personnes. Mustapha? Non, attendez. Je vais donner la relâche à Jamel parce que je sais que vous allez être... Non, je vais être bref. À nos invités d'abord. Ah oui, la courtoisie. Ouais, soit. Jamel. Sans problème. Oui, tu poses la question de savoir si... la situation aujourd'hui s'est un peu calmée. Est-ce qu'il y a des manifestations qui se poursuivent ou pas? Écoutez, il y a beaucoup de... moi je pense qu'il faut un saut qualitatif dans la manière de faire la politique au niveau territorial dans notre pays. Il faut arrêter aussi avec
ok, ces délégations qui arrivent, ces grandes réunions avec 400 personnes dans les salles de Wilaya où on parle, etc. Je crois que quand, par exemple, Zafi dit on va faire une manif en juillet, moi je pense qu'avant fin juin, il faut répondre aux revendications des gens. Ça, d'un côté. Tu poses la question, Fathia, à propos des manifestations. Écoute, je vais te donner une information. Entre la manifestation de jeudi dernier qui a réuni 10, 20 ou 30 ou 40 000 personnes, et aujourd'hui, il y a déjà eu au moins 2 manifestations encore, dont une qui a été bloquée par les forces de l'ordre en pleine campagne, par des gens d'un village qui voulaient se rendre à la. Donc les manifestations, les revendications sociales continuent. Quiconque ne s'est pas rendu dans le Rif, ne s'est pas baladé sur les routes du Rif, ne sait pas à quel point la majorité du Rif, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde sur le plan de la communication et de l'enclavement et sur le plan social. C'est le bout du monde, il faut le savoir. Et c'est à 280 km de Tanger, c'est à 400 km de Rabat. Voilà. Mustapha. Je ne suis pas sûr que la situation soit aplanie. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un foyer. C'est un foyer maintenant qui s'est mobilisé, qui s'est structuré, avec d'un côté une internationalisation. Il y a eu une conférence à Madrid, il y a eu un sit-in devant les ambassades et les consulats marocains en Europe. Tu as raison, oui. C'est repris dans d'autres villes. Aujourd'hui même, vendredi, il y a quelque chose qui est prévu à Fès du fait de la mort d'un enfant qui n'a pas pu être soigné. Ça s'est reproduit à Bni Mellel, ainsi, etc. Le risque est là, c'est-à-dire devant le déficit de gouvernance, les citoyens assument une citoyenneté active qui est conforme à l'esprit de la nouvelle Constitution, c'est-à-dire la démocratie participative. C'est parce qu'il y a un déficit de démocratie participative que nous en sommes là. Autre élément aussi, c'est une régionalisation maintenant qui va s'accélérer. C'est l'aspect positif, c'est-à-dire que les gouvernants sont interpellés pour activer la régionalisation qui traîne. Ça fait quand même 5 ans, c'est la 6e année qu'on parle de la régionalisation. La Constitution date de 2011. Et donc, il faut aller plus loin et de manière qualitative, je rejoins ce qu'a dit Amalma, pour que cette régionalisation prenne forme et contenu et que les citoyens se sentent réellement représentés par les instances régionales. Pour l'heure, ça n'est pas le cas et c'est l'État qui est interpellé parce que c'est lui qui enregistre aujourd'hui la comptabilité de ce passif. Jamel, votre papier sur les élus sort quand et les propositions et les... C'est pour quand ? Je pense qu'il sera en ligne ce soir ou demain. Donc sur Média 24. J'attends un dernier coup de fil, un dernier contact téléphonique avant de le sortir. Ouais. D'accord. Et vous, Aïcha, un spécial cette semaine sur Tel Quel, justement avec un gros focus. Vous revenez justement sur tout ce qui s'est passé, bien évidemment, mais un petit focus aussi sur le meneur, un portrait, d'où il vient, d'où il sort. Voilà, c'est à la une cette semaine de Tel Quel. Merci à vous tous. D'avoir été là et d'avoir débattu. Merci Mustapha également. Merci à vous et à toute l'équipe. On se dit à vendredi, nous. Oui, Inch'Allah. Il va se calmer, il va prendre un petit verre d'eau et puis ça va aller mieux. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne